végétaux lentement accumulés et peu décomposés grâce au froid et à l'humidité, mais quelques-unes retiennent très tôt l'attention du conservatoire. Dès 1991, il est question de la tourbière des Froux en Eure-et-Loir, qui sera finalement protégée en 1999 dans le cadre d'une convention avec la commune, le parc naturel régional du Perche et l'ONF, puis de l'Ande tourbeuse en Sologne-du-Cher à Ménétréol-sur-Saudre en 2003. Les pelouses, les vraies pelouses, pas le gazon du jardin, sont devenues très rares en région centre elles aussi. Le programme Life Pelouse Sèche Relictuelle de France tombe à pic. Eau de Bertignolles, puis du Chinonais, Chaume du Patouillet, Eau de Lapan et les merveilleux Chaumes de la Périsse en bénéficient de 1999 à 2003 et rejoignent le réseau de sites préservés. La réintroduction d'activités pastorales traditionnelles est ici le meilleur moyen d'éviter l'embroussaillement de ces milieux originaux, souvent liés à l'activité humaine, il faut l'avouer, mais ô combien précieux pour tant d'espèces aux affinités méridionales. On vit dans un pays où ce qu'on appelle milieu naturel, ce sont des systèmes qui existent parce que l'homme est intervenu et a modifié les milieux originaux et que s'est installé finalement un équilibre nouveau, quoi. Et cet équilibre nouveau-là tend à disparaître avec la disparition des activités humaines dites traditionnelles, quoi. Donc évidemment que si on veut garder un certain nombre de parcelles du patrimoine naturel, les activités humaines qui sont à l'origine doivent perdurer, quoi, hein, d'où la nécessité de poursuivre ça et là un certain nombre d'activités agricoles. Ouais. Tous ces espaces sont fragiles. La nature, domestiquée de longue date, a parfois besoin d'un coup de main et d'un entretien selon des modes de gestion adaptés aux exigences de la biodiversité. Le conservatoire cherche dès 1997 à formaliser cette gestion des sites naturels remarquables. Comme le souligne si bien Christian Gauberville, représentant alors le conseil scientifique, il reste à effectuer un travail indispensable en établissant pour chaque site un plan de gestion qui précise les objectifs, les opérations à effectuer et les études complémentaires à engager. Cette nouvelle démarche technique est lancée. 82 plans de gestion précisent aujourd'hui les actions à mettre en œuvre sur autant de sites. Maintenir les usages autant que possible, intégrer les sites dans leur contexte, participer au développement local, autant d'exigences que se fixe le conservatoire, autant de moyens de préserver les sites. Aussi, près de 50 agriculteurs sont associés à la gestion de ces espaces. Pour les milieux qui demandent une gestion ou des aménagements plus techniques, le conservatoire s'appuie aussi sur des associations d'insertion locale. Donc quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, on favorise certaines espèces, au contraire on en pénalise d'autres. Bon, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des espèces ou des milieux à enjeu, comme on dit, qui risquent de disparaître? Est-ce que cette disparition-là est préjudiciable ou pas? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour y remédier ou pas? Bon, voilà, c'est tout le jeu d'une activité comme la nôtre, où on mesure d'un point de vue scientifique et au mieux qu'on peut, d'un point de vue humain aussi. Donc voilà, ce qu'il faut faire au mieux, intervenir, ne pas intervenir. Voilà. En train de définir un petit peu quelles devaient être les actions prioritaires du conservatoire dans les mois et dans les années qui viennent. Alors je vais les reprendre un petit peu pour que Monsieur le Président puisse les entendre. Donc, en priorité, bien sûr, les milieux qui abritent des espèces menacées. Et dans la région, il y en a, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. Il y a un certain nombre d'espèces végétales, c'est difficile de faire le détail ici, ça nous mènerait un petit peu loin. Mais je pense notamment à des plantes à bulbes, qui sont parfois très jolies, comme les tulipes sauvages, comme les frétillaires, comme des orchidées de nombreuses espèces. Est-ce que beaucoup de gens savent, par exemple, que la région centre abrite environ 50 à 60 espèces d'orchidées sauvages? C'est tout à fait remarquable. Et donc beaucoup d'autres, les narcisses, etc.
La même chose bien sûr pour les espèces animales, je pense au fur et à mesure que ça me vient aux cistules, c'est-à-dire les fameuses tortues, je pense à certaines espèces d'oiseaux comme les sternes de la Loire et à beaucoup d'autres. Certaines espèces de rapaces, je pense également à la loutre qui est une espèce pratiquement disparue de notre région, qui est au bord de l'extinction dans beaucoup de régions françaises. On pourrait parler également du vison d'Europe, etc. Préserver les milieux pour préserver les espèces animales et végétales, un sacerdoce. Mais des espèces en danger, rares ou emblématiques, justifient parfois des interventions plus spécifiques. Le râle des genêts, emblème des prairies inondables, qui incarne les conséquences de la modification des pratiques agricoles sur la biodiversité. Son retour sur les prairies du Fouzon, un rêve peut-être, mais un rêve qui donne des ailes. Un combat pas encore perdu, l'outarde canepetière, symbole des oiseaux des plaines et des espaces agricoles, autrefois largement répandu, enthousiasme les naturalistes et les photographes à chacun de ses retours. Les chauves-souris, dont le bois des roches constitue l'un des sites d'hivernage majeurs en région, sont suivis de très près. L'azuré du serpolet, typique des pelouses sèches, lié à une fourmi et à une plante, tous suivis à la loupe. Les batraciens, mis en exergue sur les zones humides, qui continuent de disparaître, inexorablement. Le coquelicot, fragile symbole d'un compromis possible entre homme et nature. Mettre sous cloche ces merveilles? Surtout pas. Plutôt les montrer pour les préserver. Le réseau de sites préservés par le conservatoire constitue un support de sensibilisation idéal. Et l'information et l'éducation à l'environnement sont des outils majeurs pour développer la curiosité naturaliste et s'approprier l'extraordinaire biodiversité proche de chez soi. Quoi de plus efficace donc que de les faire découvrir au public et aux enfants en compagnie d'un animateur? Montrer les zones humides dans le cadre de Fréquence Grenouille, opération du réseau des conservatoires, rejoint par Réserve naturelle de France depuis 2004. Parcourir les pelouses sèches et découvrir leurs particularités et leurs orchidées, entre autres, lors de la fête de la nature chaque année. Fêter la Loire et ses affluents dans le cadre de la soirée Loire Nature. Mettre la main à la pâte aussi dans le cadre des chantiers d'automne. Aider à la découverte des sites lors de visites libres. Les ouvrir selon leur sensibilité et contribuer ainsi au tourisme de nature est aussi un objectif. Au fil du temps, les sentiers se dessinent, les panneaux accueillent les visiteurs. Les plaquettes accompagnent et encouragent ces ouvertures. 23 plaquettes sont parues, d'abord sur les Frous et la Bonnette, puis sur les sites des pelouses sèches, les sites ligériens. Des sites pilotes, vitrines de l'action conservatoire, voient le jour avec l'étang de Beaumont, les rives de Beaugency, l'île de Bon-Désir, accessible à tous. Je me souviens avec grand plaisir, c'est quand les enfants à l'Unerie, c'est ça c'était à l'Unerie, on fait faire la visite du site à leurs parents. Et quand j'ai vu ça, enfin véritablement, bon, c'était des petits enfants qui mélangeaient un peu les choses, etc. Mais qui étaient tellement contents d'avoir quelque chose à apprendre à papa et à maman. Et là, on s'est dit, tiens, on a fait quand même du bon travail. Une région vaste, 4 axes de travail sur 93 sites en 2010, tout un programme. Heureusement, des adhérents motivés et proches des sites s'impliquent. La mission de conservateur prend forme avec la nomination du premier d'entre eux, Philippe Henry, se renforce au fil du temps. Relais locaux essentiels, ces bénévoles complètent les actions entre animation, relationnel local et suivi scientifique. Une trentaine en 2000, ils sont 70 en 2010 et constituent un réseau dynamique essentiel. Leurs représentants intègrent le conseil d'administration en 2007 et renforcent ainsi la reconnaissance de ses membres dont les actions variées sont essentielles. Sans connaître les résultats de tout cela, je suis convaincue que oui, en fait, que nous avons effectivement toujours essayé d'être en contact avec la population locale. Regardez nos structures, on a des conservateurs de sites qui sont des gens locaux, qui ont peut-être joué tout petit sur ces sites et qui les ont aimés, puis qui aujourd'hui font quelque chose, qui connaissent les gens. Donc il y a un réseau local à partir duquel je pense qu'on fait du bon travail.
Très tôt impliqué dans les politiques européennes et nationales de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire, le Conservatoire cherche à décliner ses objectifs au niveau régional en y intégrant au mieux les problématiques spécifiques locales, mais aussi les questions liées à l'emploi, l'insertion sociale et l'éducation. Être au carrefour des politiques territoriales, des volontés individuelles et des exigences économiques n'est pas une position facile. La démarche conservatoire, c'est aussi l'art du compromis, dans la mesure où la nature y trouve sa place. Avec patience et détermination et l'aide de ses bénévoles, de ses adhérents, de ses partenaires, le conservatoire veille à faire de notre patrimoine naturel une priorité. Réserves naturelles, espaces naturels sensibles, Natura 2000, Plan Loire, trames vertes et bleues, plans nationaux d'action, schéma régional de cohérence écologique, autant de stratégies globales dans lesquelles le conservatoire s'engage et décline à l'échelle locale, et ce, au plus près des différents acteurs des territoires. Toutes ces actions n'auraient pu être menées au cours de ces 20 années sans le soutien durable de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le conservatoire s'efforce chaque année d'être le plus transparent afin de maintenir cette confiance. Sans pouvoir les citer tous, il convient de rendre hommage à ces partenaires dont la diversité crée les conditions d'une action collective et concertée en faveur des espaces naturels. Il n'est pas l'heure de conclure, mais plutôt celle de faire un bilan et de constater que, malgré les difficultés et les aléas, le conservatoire est fidèle à son objectif premier, la maîtrise foncière et d'usage sur les espaces naturels remarquables. Né de la société civile il y a 20 ans, le voilà riche d'un véritable réseau de 3000 hectares sur près de 100 sites. Plutôt qu'une conclusion, c'est la reconnaissance du travail d'une poignée de passionnés et la conscience partagée de ce qu'il reste à accomplir. Dans un contexte en constante évolution, fédérer les énergies et regarder dans la même direction est essentiel. Le conservatoire a d'ailleurs intégré en 2008, avec d'autres structures régionales complémentaires, l'établissement public Écopôle. Le début d'un nouveau cycle de travail, d'acquisition, d'action et de collaboration multiples. Entreprendre ensemble pour transmettre à nos enfants un patrimoine naturel préservé.